Vous êtes sur Sud Radio, vous allez suivre le rugby jusqu'à 18h, la Ligue 1 aussi avec Marseille qui qui commence sa saison du côté de Brest. On fera un point dans quelques instants sur Sud Radio. 3 grands sujets à évoquer du côté du rugby avec la Coupe du Monde à 24 équipes, Nolan Le Garec à La Rochelle et la difficile appréciation à avoir évidemment concernant l'affaire Gégou-Radou. De nouvelles informations cette semaine font état de pas mal d'incohérences dans le discours de la plaignante. Évidemment, présomption d'innocence pour les joueurs, présomption aussi et beaucoup de mesures qu'on essaiera d'apporter concernant l'action qui est en cours, mais on essaiera d'aller un petit peu plus loin sur le sujet parce que il y a des choses à évoquer dans le rugby français avec beaucoup de choses qui doivent être dites et Florian Grill d'ailleurs a fait face avec beaucoup faut le dire, beaucoup d'élégance et beaucoup de courage cette semaine encore une fois face aux médias. On avait Clément Combe, on est avec vous 0826 300 300 et on accueille sur Sud Radio Philippe Spanghero. Tu nous manquais trop Philippe, on t'a fait revenir en plein été. Comment ça va Philippe? Bonsoir messieurs, très bien, je suis ravi de vous retrouver. Salut Philippe. Je vous ai beaucoup écouté. Comment ça se passe cet été? Ah mais t'es bronzé dis donc toi. J'ai pas l'impression de vous avoir quitté en fait parce que je vous ai beaucoup écouté. Cet été se passe bien mais là ça y est, les vacances sont terminées, on prépare la reprise. Et on prépare la reprise. On peut pas faire commencer la Pro D2 un peu plus tôt que prévu. On rappelle un dernier week-end d'août, donc ça fait fin août début septembre et puis le 7 septembre le top 14 là, c'est trop long. Philippe, je sais pas comment tu le vis toi, mais moi c'est un petit peu trop long là, tu vois. Du coup, c'est vrai que la coupure est longue. Alors on a eu un peu de rugby avec les jeux et puis bon bien sûr des tests qu'on suit quand même avec beaucoup de plaisir du côté de l'hémisphère sud, mais en tous les cas. Bon, on a été gâté quand même avec le 7 qui a permis de faire en sorte que l'été passe un peu plus vite sans rugby. Ah, ça c'est clair. On va justement revenir sur toute l'actualité sportive avec Clément Combe, avec notamment le Rugby Championship, tu le disais Philippe, les tests dans l'hémisphère sud qui ont lieu en ce moment tous les week-ends. Ouais, c'était la deuxième journée aujourd'hui de Rugby Championship. 2 rencontres. La première entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine s'est soldée par une large victoire des All Blacks 42-10 après la défaite historique, on peut le dire, la semaine dernière de ces mêmes All Blacks contre les Argentins. Dans l'autre rencontre entre l'Australie et l'Afrique du Sud, ça a tourné à l'avantage des Springboks, une victoire 30-12. L'Afrique du Sud consolide sa première place au classement pour les coéquipiers de Sia Kolisi. On avait aussi du foot. Et bien sûr. On avait aussi du foot avec hier soir l'ouverture du championnat de France de Ligue 1 McDonald's et le Paris Saint-Germain qui a remis son titre en jeu hier soir sur la pelouse du Havre. Un succès 4-1 avec 4 buteurs différents: Kangin Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randall Colomwani. La mauvaise nouvelle, elle vient de la blessure de Gonzalo Ramos. L'attaquant portugais s'est fracturé la cheville gauche. Il est absent plus de 3 mois. Cet après-midi, à l'instant même, ça a commencé depuis 5 minutes. Brest reçoit Marseille. À 19h, Lille se déplace à Reims et à 21h enfin, le promu Saint-Etienne retrouvera Monaco. Et justement, tiens, un petit point du côté de Brest, en Bretagne, avec déjà un but marqué par l'OM. Et ouais, un but de Mason Greenwood, la recrue anglaise de l'Olympique de Marseille. C'est un but au bout de 3 minutes de jeu sur une frappe croisée du pied droit. Il était décalé, l'anglais Mason Greenwood, et il n'a pas manqué de tromper le gardien, petit filet. Sauf qu'il y a un penalty à l'instant pour le Stade brestois qui va pouvoir revenir au score. Donc est-ce qu'on suit ça? Est-ce qu'on suit ça, Alex? Ah bah allons-y. Ah bah allons-y, parce que il s'était lancé le joueur brestois et c'est arrêté. C'est arrêté de justesse. C'est arrêté de justesse par le gardien marseillais. Geronimo Rulli, plus fort que Romain Del Castillo. Ouais, c'est exactement ça, Del Castillo qui n'a pas réussi à tromper Geronimo Rulli. On reste à 1-0 après 8 minutes de jeu à Francis Leblé. Et ben voilà, petit point donc sur la Ligue 1, puis petit point aussi sur le Super 7 avec la qualification en demi-finale il y a quelques instants de Monaco face à Montpellier. Montpellier qui a pris un carton rouge. Ouais, alors il y a eu une énorme bagarre à la fin. Pendant que j'étais en train de faire mon journal, il y a une énorme bagarre à la fin dans le but montpelliérain, si je ne dis pas de bêtises, et je pense que c'est pour ça le carton rouge. Mais victoire de Monaco 17-10.
Et bien évidemment, ouais, non mais c'est Monaco qui est au rendez-vous de ses ambitions dans ce Super 7. Et puis un petit point aussi, tiens, sur la Première Ligue avec le multiplex en cours dans cette première journée. Arsenal qui mène face à Wolverhampton. Arsenal qui mène 1-0 grâce à un but de Kai Havertz un peu avant la demi-heure de jeu à Everton. C'est Brighton qui mène grâce à un but de Mitoma, toujours 1-0. Et il y a aussi 1-0 sur les deux autres pelouses entre Nottingham Forest et Bournemouth où c'est la mi-temps, et entre Newcastle et Southampton où ça a repris depuis 3 minutes maintenant. Et voilà pour le foot. Dans quelques instants sur Sud Radio, on va se poser la question. La Coupe du Monde à 24 équipes, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est quand même un grand changement qui est à venir dans les Coupes du Monde de rugby, et c'est dès la prochaine, dès 2027 en Australie. Elle réunira donc 24 sélections et non plus 20 comme c'est le cas depuis le Mondial 1999. On en parle dans quelques minutes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du sport, la radio du rugby aussi, et ça vous en avez bien l'habitude. On va parler de rugby justement jusqu'à 18h avec Richard Risco dans quelques minutes, avec Philippe Spanghero, avec Clément Combe, avec vous au 0826 300 300. Premier sujet à aborder ensemble, bien World Rugby qui a annoncé une révolution dans le monde du rugby, une Coupe du Monde à 24 équipes pour la Coupe du Monde 2027 en Australie, et non plus 20 comme c'est le cas actuellement, et ce depuis 1999. On vous rappelle que les 3 premières éditions en 87, 91 et 95 se jouaient à 16 équipes. Il y aura donc 6 poules de 4 équipes ainsi que des 8e de finale, ce qui réduira aussi ça c'est quand même un exploit. Ils arriveront aussi à réduire la durée du tournoi de 7 à 6 semaines, donc réduction d'une semaine, avec donc 12 équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées. Je vous le rappelle comment ça se passe, il faut terminer dans les 3 premières places de la poule lors de la dernière Coupe du Monde, donc en France en 2023, pour être qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Il y a donc déjà qualifié la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse, le Pays de Galles, les Fidji, l'Australie, l'Angleterre, l'Argentine et le Japon. Avec cette mesure, est-ce que le terme Coupe du Monde prend un peu plus son sens désormais? Est-ce que c'était attendu un tel changement, Philippe Spanghero? Oui, ça pouvait être attendu parce que on voit qu'il y a toujours des équipes qui sont des équipes qui ont toujours un peu de mal à se qualifier, mais qui sont toujours pas loin. Il y a un turnover assez important avec des équipes comme les États-Unis, le Canada, la Roumanie. Donc on se dit que élargir à 4 équipes de plus, ça permettrait à ces équipes-là de s'assurer une place un peu plus sûre. Il y a l'Espagne aussi qui s'est qualifiée sportivement sur les 2 dernières éditions et qui, pour des problèmes administratifs, a vu sa venue à la Coupe du Monde annulée. Donc 24, c'est pas choquant. Après, la vraie question à se poser, c'est la qualité du produit en fonction de l'écart de niveau. On voit aujourd'hui encore qu'il y a des écarts de niveau qui sont très importants, et pour que ce produit reste crédible, il faut de l'attrait sportif. Il ne faut pas qu'on ait trop de peine pour certaines équipes, qu'on sent vraiment trop loin du niveau. Et donc le vrai sujet, ça va être la montée en puissance de ces équipes potentiellement qualifiées additionnelles à ces 20 équipes qu'on a eues en 2023, sur leur niveau et leur capacité à rivaliser avec les meilleures nations du monde. Exactement, et c'est un point très très important, puisqu'il y aura aussi des tickets donc à aller chercher. Vous avez bien compté, il y a 12 tickets donc encore à aller chercher pour cette Coupe du Monde 2027 en Australie. Alors il y aura les 4 meilleures équipes du Rugby Europe Championship 2025. Donc on peut par exemple imaginer le Portugal, la Géorgie, on peut imaginer l'Espagne, la Roumanie, exactement, de David Gérard. Là pour moi, on a les 4. On a les 4. Attention, la Belgique, l'Allemagne, qui peuvent rentrer dans la discussion. Oui. Bon. Ouais. Pour moi, le vrai sujet sur cet élargissement, il est sur la conquête de territoire. Aujourd'hui, il y a 2 anomalies dans le rugby principalement. C'est le territoire américain et le territoire africain. Il y a trop peu, beaucoup trop peu par rapport au potentiel de ces territoires de représentants lors des Coupes du Monde. On a vu que sur les éditions précédentes, le Zimbabwe s'était qualifié à l'époque. On a vu en 95 la Côte d'Ivoire. C'est des équipes qui ont complètement disparu à l'échelle du territoire africain. Cet élargissement doit permettre de voir émerger de nouvelles équipes. Et c'est pareil sur le continent américain. C'est pas normal qu'à chaque édition, le Canada et les États-Unis bataillent jusqu'au dernier moment pour une qualification potentielle. Et aujourd'hui, le seul représentant qu'on ait eu qui a rivalisé, c'est l'Uruguay sur le continent, si on exclut l'Argentine, qui est historique. Mais donc voilà, pour moi, les enjeux, ils sont principalement là, surtout.
Exactement. Alors il y aura encore d'autres tickets. Il y aura le champion de la Rugby Africa Cup 2025, donc en Afrique. En Asie, il y aura le champion du Asia Rugby Championship en 2025. En Amérique du Sud, le champion du Sud-America Rugby Championship 2025. Et puis dans les îles du Pacifique, il y aura les 3 meilleures équipes de la Pacific Nations Cup, sans les Fidji et le Japon déjà qualifiés. Donc ça fait en fait quasiment un peu tout le monde dans cette Pacific Nations Cup. Et puis enfin, il y aura un barrage d'Amérique du Sud Pacifique avec le deuxième du Sud-America Rugby Championship contre l'équipe la moins bien classée de la Pacific Nations Cup. Donc voilà, ce sera réparti de cette manière. On devait en parler avec Richard Esco. Il a un empêchement de dernière minute. On lui souhaite bon courage. On espère que ça ira pour le mieux pour Richard et sa famille. On continue évidemment d'évoquer cette Coupe du Monde à 24 pour 2027. Clément, là, comme ça, de prime abord, cet élargissement, ce changement de formule, avec donc du coup 6 poules de 4, des huitièmes de finale, comment tu accueilles ça? Avec un peu d'étonnement. Pas étonné par la décision de World Rugby d'élargir, parce que on a bien vu qu'il y avait l'idée de faire une Coupe du Monde des clubs, qu'il y avait envie d'un peu mélanger les rugby, et que comme a eu l'occasion de le dire plusieurs fois Philippe ces derniers mois, et on en avait discuté d'ailleurs avec le directeur général Jacques Reynaud de l'EPCR, c'est devenu un rugby de fuseau horaire et plus un rugby d'hémisphère. Mais je suis un peu dérangé parce que déjà lors de la Coupe du Monde à 20 équipes, il y avait des écarts énormes entre certaines équipes, et une Coupe du Monde à 24 pour internationaliser le rugby et le faire connaître au plus grand nombre, oui. Pour valoriser encore plus un produit, non. Non, parce qu'au final, on va se retrouver avec... On avait déjà des matchs l'an dernier, Irlande-Roumanie, où la Roumanie s'en prend 80 dans la tronche à Bordeaux un samedi à 16h. Et au final, on se dit, oui, mais c'est la Coupe du Monde, comme ça arrive. Alors, on a des très belles surprises, comme le Portugal, qui est absolument génial à suivre l'an dernier. Mais on va avoir encore plus d'écart entre différentes équipes qui sont déjà établies, et des nouvelles nations pour lesquelles ce sera la première Coupe du Monde. Ouais, parce que si je comprends bien le format, Philippe. Pour toi, il est là l'enjeu, Philippe? Oui, l'enjeu principal, il est là sur ces 4 ans, et c'est le rôle de World Rugby, et c'est le rôle des grandes nations, et je crois que la France a compris ça en allant jouer notamment en Uruguay là cet été au milieu de la tournée argentine. Je crois que les grandes nations ont pour responsabilité sur au moins 1 ou 2 fois par an de faire tourner leur effectif et de profiter de cette revue d'effectifs pour aller jouer contre des nations du tiers 2 ou 3 pour les accompagner dans leur évolution. Parce que ces grandes nations du rugby, elles ont compris que s'il n'y avait pas un élargissement un peu plus homogène dans le monde du rugby, elles allaient mourir. Parce que à 5, 6, 7 équipes au niveau mondial, on vit pas, on crée pas une économie. C'est clair. Donc à terme, à l'échelle du rugby et de son ambition, 24 équipes postulantes éventuellement à un niveau Coupe du Monde, c'est le minimum. Mais par contre, World Rugby n'y arrivera pas toute seule, puisque c'est ces équipes nationales qui vont faire grandir les autres. Donc c'est un enjeu important. 4 ans, ça paraît court, mais ça permettra de mettre le pied à l'étrier. Moi, ce qui me dérange le plus, philosophiquement, c'est de voir plus de matchs de phase finale que de matchs de poule. Ça, c'est antinomique dans l'histoire des Coupes du Monde de rugby. L'évolution, elle est logique. Je vais aller plus loin que ça, Philippe. La phase de poule, elle a aucun intérêt. Elle a plus d'intérêt, cette phase de poule, parce que quand on va regarder cette phase de poule, donc si vous avez bien compté, il y a 6 poules de 4, donc 24 équipes, il y a des huitièmes de finale, donc il y a 16 équipes qualifiées sur 24. Donc ça veut dire qu'on aura les premiers et deuxièmes de chaque poule qualifiés, puis les 4 meilleurs troisièmes sur 6. C'est non mais c'est de toute façon, et puis il y a vraiment cette au-delà de cette formule, il y a le fait qu'elles doivent se jouer en 15 jours, quoi. Donc je sais pas comment ça va se passer en termes de revue d'effectifs, parce que il va quand même falloir enchaîner les matchs. Bon, c'est 3 matchs en 2 semaines, ça se fait. Mais après voilà, ce huitième de finale, ça me perturbe beaucoup. C'est vraiment pas dans la culture des Coupes du Monde de rugby. Pas beaucoup non plus dans la culture rugbystique traditionnelle dans les grands championnats. Hein. Les huitièmes de finale, ça n'existe pas beaucoup. Donc voilà, c'est ce petit point d'interrogation. Après, de toute façon, ça va dans le sens de l'histoire. Maintenant, il faut que le rugby mondial et les grandes nations, je le répète, se donnent les moyens d'être les locomotives pour accompagner des nations mineures à grandir.
Venez parler de rugby avec nous au 0826 300 300. Tiens, on va prendre la direction de Brive. Salut William. Oui, bonjour à tous. Bonjour Alex. Ça va William? Ma foi, ça va. En terrasse, il fait pas trop chaud, pas trop mauvais. Ça pourrait être pire, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Tiens, qu'est-ce que tu penses de cette Coupe du Monde à 24 là? Est-ce que tu as écouté un petit peu le format? Qu'est-ce qui en ressort pour toi? Moi, ce qui ressort, c'est qu'on va avoir des matchs de phase finale avec des scores énormes. Une équipe qui sera la meilleure équipe de la compétition va affronter la 16e. Et déjà, ce qu'on a un peu reproché à la dernière Coupe du Monde avec des scores à 50, 60, 70 points, on l'aura en phase finale. Et ça fait vilain. Voilà, je trouve ça un peu dommage. On est à un moment où quand même le rugby prend, où les gens vont dans les stades, quoi. Les gens vont dans les stades, les gens aiment le rugby, qu'il soit à 7 ou à 15, tout le monde est prêt à suivre les équipes nationales. Mais si on retombe avec des scores hyper larges sur des matchs qu'on nous vendra comme des matchs de haut niveau, pas terrible pour les matchs de rugby. Et moi j'ai une question pour William ou pour Philippe. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu pour World Rugby attendre 2031 et la Coupe du Monde qui est censée être aux États-Unis, si je dis pas de bêtises? Parce que t'as dit tout à l'heure 4 ans ça peut le faire. Moi je trouve que je trouve que c'est pas 4 ans, c'est 3 déjà. Oui. Et ensuite, comment ces nations vont réussir à se structurer et à sortir des groupes de joueurs, des groupes de 31 joueurs qui soient suffisamment compétitifs pour aller disputer une Coupe du Monde? Moi j'ai un gros doute là-dessus. Je pense qu'il aurait mieux valu laisser du temps à ces sélections, à ces nouvelles sélections pour se développer et pour se dire ok, on arrive en 2031, on a 6 ans pour préparer notre première apparition en Coupe du Monde aux États-Unis. Alors que là, et surtout, je dis ça parce que les États-Unis cherchent depuis quelques années maintenant à développer le rugby, alors qu'en face on se retrouve dans un pays en Australie en 2027 où le rugby clairement est en déclin par rapport au rugby à 13, au foot australien, etc. Donc, est-ce qu'il aurait mieux pas valu attendre 2031 ? Pardon, je pose la question à l'envers. Est-ce que aujourd'hui, si on se réfère à la dernière Coupe du Monde, les équipes qui ont loupé le train de très peu n'avaient pas un niveau équivalent à celle-ci? Parce que soit on se dit en effet que ces 20 équipes-là, c'est une espèce de top 20 et qu'il y a un fossé avec les autres qui n'étaient pas qualifiés et ça décrédibilise encore davantage le produit, soit on se dit qu'au-delà de ces 20-là, il y a 4 ou 5 équipes qui se tiennent. Et moi, je le vois plutôt comme ça. C'est-à-dire que sur le papier, sportivement, l'Espagne s'était qualifiée. On peut penser que l'Espagne a un niveau équivalent au Portugal, même si on peut en douter vu ce que nous a proposé le Portugal sur cette Coupe du Monde. Mais l'Espagne était pas loin du truc, les États-Unis non plus. Donc il y a des équipes quand même qui nous donnent. C'est-à-dire que l'écart n'est pas abyssal entre la 16e nation mondiale et la 24e. Il n'y a pas un écart abyssal non plus. Exactement. Voilà. Donc c'est ce qui me fait dire que ok, il reste pas 3 ans. En effet, il reste pas 4 ans, il reste 3 ans. Mais peut-être qu'en 3 ans, on peut aider ces équipes à élever un peu le niveau. Après, là où je suis d'accord avec William, c'est que ces 8e de finale, je le disais, culturellement, ils veulent rien dire en rugby. Et deuxièmement, ils vont décrédibiliser complètement ce tour-là. Parce qu'en effet, il va y avoir des scores énormes, très peu d'attrait. Je pense que, désolé d'avoir la déformation professionnelle, mais commercialement, ça va être très difficile à vendre, hein. Même avec des grosses écuries en face, mais ça va être compliqué de vendre l'attrait sportif. Et donc, la compétition va démarrer dans l'écart, comme ça s'est toujours fait dans les Coupes du Monde. William. Oui, je pense qu'il y a un écart qui peut-être à date n'est pas énorme, mais je suis pas forcément convaincu que dans 3 ans, les équipes non qualifiées seront plus proches de ce niveau. Les équipes d'Espagne, par exemple, ont tenu notamment avec les joueurs franco-espagnols et une génération qui arrive aujourd'hui à plus de 30 ans et qu'il faudra renouveler. Et il y a beaucoup de sélections non qualifiées qui sont dans ce cas-là avec des joueurs qui ne sont plus du tout représentés dans les divisions comme Top 14 ou Pro D2, où on est obligé d'aller chercher des joueurs de qualité bien sûr, mais en national ou en fédéral qui sont pas préparés sur les grosses épreuves. Donc arriver à être performant dans le tournoi B, c'est faisable dans les 3 premiers du tournoi B. Par contre aujourd'hui faire face aux bourrasques qui vont prendre sur une Coupe du Monde, ce sera complètement différent. Et honnêtement, on n'a pas envie de voir des équipes exploser. Et je pense que ce sera un peu dommage. Et au contraire, ça peut casser la dynamique de certains pays d'y arriver trop tôt. Les pays qui ont mis des moyens là où ils en avaient peut-être pas beaucoup, que ce soit financier ou humain. Et le fait d'être déçu, une Coupe du Monde qui peut très mal se passer, ça peut casser des projets.
Ah non, mais moi je suis plutôt d'accord là-dedans. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, on parle de la Coupe du Monde 2027 qui va passer à 24 équipes. On aura donc par exemple les 4 meilleures équipes du Rugby Europe Championship 2025, parmi lesquelles Géorgie, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Portugal, Roumanie, Belgique, Pologne. Donc sur les 8 équipes, il y en aura 4, les 4 meilleures qui seront qualifiées. Mais je vais donner un autre exemple, moi qui me paraît quand même assez édifiant. Les 3 meilleures équipes de la Pacific Nations Cup 2025 seront qualifiées pour la Coupe du Monde 2027. Mais alors quelles sont les équipes de cette Pacific Nations Cup? En fait, il y a le Canada, États-Unis, Fidji, Japon, Samoa, Tonga. Sauf que Fidji et Japon sont déjà qualifiés. Il reste donc 4 équipes. Les 3 meilleurs sont qualifiés. Canada, États-Unis, Samoa, Tonga. Donc parmi ces 4 équipes-là, il y en aura 3 déjà qualifiées. Et enfin, le 4e jouera un barrage contre le 2e du Sud-Américain Rugby Championship 2025. Donc de l'Amérique du Sud. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a des continents privilégiés par rapport à d'autres. Quand on pense notamment qu'en Afrique, il y aura que le champion de la Rugby Africa Cup qui sera qualifié. Il n'y aura que ça. Donc, très grande probabilité que ce soit la Namibie. Très très grande probabilité. Voilà. Ça ferme la porte à beaucoup de nations dans l'Afrique. Moi, je suis quand même un petit peu surpris. Tu ouvres au même endroit. En fait. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on se rassure, parce que les bases sont un peu plus solides, la culture rugby est un peu plus existante, un peu plus ancrée, et clairement, on ne fait pas le travail sur ces territoires qui, pour moi, sont les territoires désertés pour l'instant du monde du rugby, que sont l'Afrique et l'Amérique. Surtout avec des nations où, avec des budgets assez restreints, on pourrait réussir à faire des choses. Je le répète, mais en Afrique, il y a eu une culture. Il y a eu les Zimbabwe en Coupe du Monde, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a une culture rugby forte en Côte d'Ivoire. Donc, les travaux et l'énergie à terme, de toute façon, elle devra passer sur ces territoires. Aujourd'hui, ça va prendre du temps parce que, tu le dis très bien, elle est encore pas représentative du monde, cette Coupe du Monde, même à 24, puisque sur 24 équipes, tu en as 10 du continent européen, si tu mets la Grande-Bretagne avec. Donc, sur 24, t'as quasiment la moitié des équipes qui représentent un petit bout de la planète. Donc, ça peut pas fonctionner. Quand tu regardes les Coupes du Monde de foot à 48 équipes, on est très loin de ça. Mais par contre, il faut y aller step by step. Et je pense en effet que il faut acter un changement. Donc, moi, je suis plutôt optimiste dans l'idée, je le répète, que entre le top 15 et le top 25, ces 10 équipes-là, l'écart de niveau est pas monstrueux. Que la vraie question, c'est de pas trop dégrader le produit d'un point de vue de sa légitimité sportive, et qu'on a 3 ans pour arriver à élever ces équipes du tiers 2 et tiers 3 pour qu'elles arrivent à rivaliser grosso modo au meilleur match de poule, quoi. Exactement, et je te rejoins parfaitement. Dans un instant sur ce radio, on évoque Nolan Le Garec qui signe à La Rochelle. Tiens, qu'est-ce que ça en dit du projet du Racing ? C'est une question qu'on va se poser. Est-ce que La Rochelle a sa nouvelle tête de gondole pour le prochain projet qui va commencer pour la saison 2025-2026 ? On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. On est au cœur du rugby sur Sud Radio jusqu'à 18h. Ça nous manquait trop cet été le rugby, donc on en met une petite dose. On vient de parler de la Coupe du Monde 2024. On va évoquer Nolan Le Garec à La Rochelle dans quelques instants. Venez parler avec nous au 0826 300 300. On va parler de rugby aussi puisqu'il y a le Super 7, les quarts de finale en cours. Clément Combe avec un Pau Bordeaux qui est pour l'instant actuellement sur la pelouse de Mont-de-Marsan, du Stade André et Guy Boniface. On a déjà 2 qualifiés pour les demi-finales. Non, un qualifié pour les demi-finales, c'est ça ? 2 qualifiés puisque Monaco s'est imposé contre Montpellier. Et le Racing a déroulé contre La Rochelle 26-0, 28-0. Il faut que je retrouve ça immédiatement. Bon, on s'en fout du score. Mais voilà, le Racing 28-0, 28-0. Ah oui, mais non, c'est bon, ça ira. La Rochelle est éliminée, mesdames et messieurs. Ouais. C'est une équipe de rugby à 15, La Rochelle. Non, mais je croyais que c'était une super équipe. C'est ça ? Non ? Hein ? Ouais, tout à fait. Pau Bordeaux en ce moment. Pau Bordeaux 0-0, toujours ça a commencé depuis à peine plus d'1 minute, donc on suit toujours ça, mais il pleut. En tout cas, il pleut à Mont-de-Marsan et ça n'a pas l'air de perturber les équipes qui jouent depuis le début de l'après-midi.
La Ligue 1 aussi avec la première journée et Marseille qui est en train de faire un coup énorme à Brest pour le moment face à une équipe qui va faire la Ligue des Champions la saison prochaine. Ouais, l'équipe qui joue la Ligue des Champions cette saison, c'est Brest. Mais Brest se prend 3-0 par l'Olympique de Marseille après une demi-heure de jeu. Doublé de Mason Greenwood, il avait marqué en début de rencontre. Il a marqué le 3e but sur penalty et son penalty, il l'a marqué 4 minutes à peine après un but de Luis Enrique, un plat du pied droit. Voilà, 3-0, ça démarre très bien la Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Brest. Et puis du côté de l'Angleterre, la Première Ligue avec Arsenal qui est en train de dominer Wolverhampton dans ce multiplex de la première journée de Première Ligue. Exactement, avec un but il y a quelques instants de Bukayo Saka pour permettre aux Gunners de mener 2-0 et Brighton mène aussi 2-0 grâce à un but de Danny Welbeck, un attaquant qu'on connaît depuis maintenant plus d'une décennie. Danny Welbeck qui permet à Brighton de mener 2-0 sur les autres pelouses Newcastle, Southampton, Nottingham Forest. À Everton, ouais. Ouais, il joue à Everton, il a joué à Manchester United aussi. Le match est à Everton. Ah oui, le match est à Everton, pardon. Mais sur les deux autres pelouses, en tout cas, toujours 1-0 entre Newcastle et Southampton et entre Nottingham Forest et Bournemouth. Voilà donc pour le foot. Revenons au rugby avec Nolan Le Garrec qui a signé à La Rochelle pour 4 ans. Ça a été officialisé par les deux clubs. La durée du contrat a été dévoilée par le journal L'Équipe. Qu'est-ce que cela traduit-il cette signature? Sera-t-il le visage du nouveau cycle rochelais qui va bien commencer en 2025-2026? C'est vrai que La Rochelle qui renouvelle quand même très peu son effectif depuis plusieurs saisons et qui se prépare à enclencher un véritable changement à partir de 2025-2026. C'est une signature qui était dans les tuyaux depuis un petit moment, Félix Panguero, et qui intervient comme ça avant même que la saison ne commence. C'est déjà officiel pour la saison prochaine, toujours plus tôt, j'ai envie de dire, mais c'est un énorme coup, c'est un très gros coup de La Rochelle. Ouais, c'est un très gros coup de La Rochelle. Clairement, ça montre le pouvoir d'attraction de cette équipe rochelaise avec les top joueurs français et ceux qui ont le plus gros potentiel et un grand avenir en équipe de France a priori. Donc c'est très positif dans la dynamique parce que tu le disais, il va y avoir un renouvellement de génération qui va s'amorcer à La Rochelle au fil des saisons qui arrivent. Mais La Rochelle arrive à conserver ses top joueurs, fait un peu ce qu'il veut sur le marché des transferts, se sépare des joueurs dont ils ont plus besoin, vont chercher les joueurs qui veulent vraiment. Ils ont ce pouvoir d'attraction, c'est très important. Je crois que les phases finales du top 14 leur ont fait du bien. On était quand même un peu dans le doute avec cette saison rochelaise sur la question qui se posait de savoir si c'était une saison de transition ou si on était plutôt sur une fin de cycle. Je crois finalement que ces 2 matchs de phase finale, même s'il y a cette défaite contre Toulouse, nous a montré la capacité de réaction de cette équipe rochelaise et le retour en forme des top joueurs qui forment le socle de cette équipe. Et donc là, avec l'arrivée de Nolan Le Garrec, c'est clairement cette dynamique qui se renforce. Et je le répète, ce pouvoir d'attraction qu'a été capable d'avoir l'UBB aussi, avec le gros coup, avec Damien Penaud, ça fait partie de ces joueurs qu'il faut réussir à enrôler pour montrer au marché qu'on est extrêmement séduisant. Quelle était ta réaction, toi, William de Brive, quand tu as appris que Nolan Le Garrec signerait à La Rochelle la saison prochaine, donc dans 1 an, et pour 4 ans notamment? Déjà personnellement, La Rochelle, c'est une équipe que j'apprécie, mais voilà, ça montre aussi que le projet Rochelais est toujours viable, toujours en vie. Il y a une association qui va être intéressante parce qu'on a quand même Dupont et Ntamak à Toulouse, on a Bordeaux qui s'est mis aussi une chaire à l'équipe de France avec Maxime et Mathieu Jalibert, et puis là on a quand même l'association Le Garrec Castoy. Donc ça va être assez intéressant de voir toutes ces complémentarités qui vont se mettre en place. Après, ça en dit long quand même sur le ressenti d'un joueur cadre du Racing qui n'hésite pas à partir assez rapidement. Finalement, il n'aura pas fait 7-8 ans en étant le demi titulaire là-bas. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe au Racing? Pourquoi un joueur qui avait l'air on va en parler effectivement. On va en parler parce que c'est vrai que le projet du Racing, il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, la question que quand même j'ai envie de vous poser, est-ce que Nolan Le Garrec est un joueur capable d'incarner un projet? Alors, il serait pas seul, il serait avec Aldrit pour l'incarner a priori. Est-ce que vous pensez que Le Garrec a les épaules, a l'aura, a le talent et probablement le sérieux pour incarner un projet ou co-incarner un projet? William. En tous les cas, il fait partie. Philippe d'abord. Pardon. En tous les cas, il fait partie de ces locomotives, c'est clair, parce que ces dernières sorties en équipe de France en ont fait
un vrai challenger à Antoine Dupont. On se pose toujours la question de qui pour succéder, enfin qui pour suppléer Antoine Dupont, puisqu'il n'y a pas de débat sur sa place à lui. Clairement, il a pris une option sérieuse lors de ses dernières sorties en équipe de France, et puis il a montré son leadership et sa grande maturité, parce que ça reste un jeune joueur. Et donc, je pense que c'est un joueur qui peut avoir ce charisme, cette aura, et assumer cette responsabilité-là. C'est l'image qui me donne. Donc, je pense oui que c'est une pierre angulaire d'un projet sur lequel La Rochelle pourra s'appuyer clairement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi et qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour le recruter, parce qu'on reviendra sur le Racing, mais je crois savoir que le Racing n'a pas beaucoup bataillé pour le garder. William. Oui, non, je pense qu'il n'aura pas de difficultés là-dessus. Son jeune âge n'est pas un problème, mais on voit que l'âge n'est plus un problème, quel que soit le sport. Il a une tête bien faite. Hein. On a l'impression qu'il est capable d'encaisser de la pression. Bien sûr, il joue neuf dans une grosse équipe. Il est devenu titulaire du jour au lendemain. Il a un père qui connaît bien le milieu. Voilà, ouais, c'est clair. Il est pas tout seul, abandonné face à la concurrence. Donc non, j'y crois beaucoup. Là, j'ai pas un souci. Il bénéficie aussi des résultats des moins de 20 ans qui, depuis 3 ans, 3-4 ans, font que les clubs donnent de la considération à nos jeunes. Donc c'est tout à fait le moment. Et puis La Rochelle a une Méliole Black qui a été un peu moyennasse cette année. Et donc lui, il a tout à gagner, quoi. Il y aura des grosses attentes. Par contre, il sait très bien que s'il est bon, que s'il amène les mecs accompagnés de Hadrid, Bourgarit, il est pas, comme tu le disais tout à l'heure, il est pas tout seul. Il peut se faire quand même une très très belle vie au club de La Rochelle. Donc la pression elle va être positive, parce que si tout va bien, il peut avoir quand même une très très belle carrière. Et une fois de plus de jouer avec un numéro 10 qui est international aussi, ça va faire un sacré argument pour qu'il devienne important au niveau de l'équipe nationale aussi. Alors, parlons un petit peu de jeu. La Rochelle, depuis maintenant quelques saisons, a un jeu quand même assez frontal, hein, assez combatif, j'ai envie de dire ainsi, pas forcément toujours porté sur les extérieurs et sur le mouvement en général à outrance. Alors que Nolan Le Garec, on le sait, il peut absolument tout jouer, mais il a cette identité de jeu au fond de lui. Est-ce que le mariage peut fonctionner, et est-ce que vous imaginez là aussi peut-être une évolution de la philosophie de La Rochelle à venir, Philippe? Alors non, je crois pas trop. Je crois que La Rochelle, justement, je parlais de leur fin de saison, c'est sur ces fondamentaux-là qui se sont retrouvés. Je crois que cette équipe, avec cet effectif conservé, avec ses joueurs cadres, elle va rester quand même sur cette identité de jeu, peut-être avec un peu plus d'ambition. Mais Nolan Le Garec, ça fait partie de ces joueurs qui sont capables d'endosser tous les rôles et de jouer sur tous les registres. Tu sais, au Racing, j'ai pas trouvé qu'il y avait une ambition de jeu démesurée, et il tenait la baraque dans cette équipe du Racing qui était souvent plus en souffrance que cette équipe de La Rochelle devant. Donc pour moi, ça remet pas en question la philosophie de jeu de La Rochelle. Ça rajoute une corde à l'arc d'Ogara et son staff pour peut-être élargir le champ des possibles. Mais en tous les cas, sur ces fondamentaux rochelais, Nolan Le Garec sera au rendez-vous. Hein. William. Oui, là, je suis d'accord avec Philippe sur le principe, ça ne remettra pas du tout en cause la philosophie du manager et à La Rochelle, et oui, ça fonctionne quand même plutôt très bien. Sauf qu'ils avaient des joueurs qui étaient capables de faire des coups depuis un petit moment. On avait Joe Danti qui était capable de traverser les murs, Sautini au centre qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait avec le ballon aussi. Et ces mecs-là sont quand même de moins en moins performants, peut-être qu'ils reviendront, mais cette année, on voit ce qu'il leur a manqué, c'est des joueurs capables de finir les coups. Donc Le Garec aujourd'hui, il va être à la fois capable de continuer à maintenir le projet de jeu, la culture, la philosophie du coach qui fonctionne à La Rochelle, mais en plus c'est un mec qui est capable de débloquer des situations. Et je suis convaincu que le choix s'est porté sur lui parce qu'ils sont un petit peu en recherche de ça, quoi. Là, du 9 au 15, il y avait des ferrailleurs, il y avait des mecs qui faisaient plutôt bien le travail, mais il n'y avait plus ce joueur capable de briquer. Donc Joe Danti compliqué, Sautini le fait plus, il est déçu d'Aflitz non plus, et Le Garec qui va apporter ça, quoi. Il va apporter aussi cette pression sur les défenses, où La Rochelle jouera peut-être comme avant avec un jeu direct mais diablement efficace, et lui sera capable, à l'instar d'un Antoine Dupont ou d'un Couillou, de faire un coup le jour où il y aura besoin. Donc je pense que ce choix est stratégique là-dessus. Et puis dans l'efficacité, dans le jeu au pied, ils vont gagner, ils vont monter en puissance quand même.
Ah, ça c'est clair. Est-ce que tu parlais du Racing tout à l'heure, Philippe, et tu disais que le Racing n'avait pas fait la guerre pour le conserver. Comment tu l'expliques, toi qui connais bien le club? Je crois savoir en fait que la proposition rochelaise était très élevée, ce qui est normal parce que on le répète. On rappelle, la Rochelle paye très bien. C'est la pierre angulaire d'un nouveau projet. Et je crois que le Racing, pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas voulu se fragiliser en allant sur ce type de surenchère au risque de déstabiliser un peu le vestiaire. Et deuxièmement, je pense qu'ils ont été un peu échaudés par l'approche, par le fait que ça se fasse aussitôt et qu'on en parle aussitôt, parce que il y a des transferts en cours de saison. Mais là, c'est arrivé, la discussion est arrivée avant même la fin de la saison dernière. Donc c'est quand même très tôt. Ça montrait clairement, ils ont compris qu'il y avait un vrai intérêt de Nolan Le Garec de discuter avec La Rochelle. Donc il y a aussi, je pense, un peu de vexation parce que c'est le Racing qui l'a amené là où il était. Donc il y a deux facteurs pour moi. Il y a le fait d'avoir compris que Nolan Le Garec avait vraiment envie d'ailleurs, et deuxièmement un problème d'organisation, de management du vestiaire, parce que la proposition rochelaise était a priori trop élevée pour s'y aligner. Voilà de ce que j'en ai compris. En tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est pas un coup d'arrêt pour le projet Racing, quand même? Alors non, le problème pour moi, c'est l'accumulation des sujets au Racing. Je crois que, je sais pas si le Racing a pris conscience d'à quel point il était en reconstruction en ce moment. Parce que il y a Nolan Le Garec qui est une des têtes de proue de cette équipe, qui s'en va et qui le dit très tôt, alors que voilà, ce club l'a amené là où il est aujourd'hui. Donc il décide de le quitter. Donc c'est pas un très bon signal. Deuxièmement, il y a cette évolution d'organisation autour du stade, où on voit cette équipe aller jouer à Auxerre, on nous dit qu'elle va rejouer à Colombes. Donc c'est très compliqué de trouver une identité, de fédérer ses supporters. Ça, c'est un sujet qui va devenir aussi problématique pour cette équipe du Racing, qui a déjà un problème dans son pouvoir d'attraction sur son territoire. Et puis ensuite, va arriver sur la table potentiellement une discussion avec Sia Colissi, parce qu'on se demande si Sia Colissi va revenir. Il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'il voudrait rester en Afrique du Sud. Et donc là, si il y a l'accumulation de l'enchaînement de l'information de Nolan Le Garec, s'il y a Colissi qui reste pas, cette problématique aussi de stade qui échaude quand même beaucoup de supporters historiques du Racing, ça fait beaucoup de sujets pour amener une sérénité et montrer demain dans le recrutement de top players un pouvoir d'attraction important. William, le projet Racing, il est en suspens selon toi? C'est un signal fort ce départ quand même. Un jeune joueur en place. Le Racing misait sur lui, hein. Et le Racing mise sur lui. Il a quand même des objectifs d'être champion de France, champion d'Europe. À 20 ans, on a envie de tout gagner qu'on a ce talent-là. Il a des ambitions au niveau international et il s'en va. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que les cracks qui sont dans les clubs, qui même parfois jouent la 3e, 4e, 5e place, ne partent pas, restent dans les clubs, jouent la sécurité, en se disant j'ai des projets, c'est en restant ici que ça va fonctionner. Là, c'est un départ qui arrive, qui est soudain. Il y a le départ de Yannick Nyanga aussi, qui était un hyper important dans le club. Il y a des choses qui changent. Ce départ, c'est quand même un signal important. Tu perds ton demi-mêlée, qui est aussi le buteur, qui est aussi un marqueur d'essai, qui est l'avenir du club, quoi. Dire, on lui a annoncé une carrière à Henri Chavancy, quoi. On le voyait encore dans 12 ans avec le maillot du Racing et 400 matchs derrière lui. Donc le projet doit forcément exister parce que c'est un club qui est solide financièrement, mais il va falloir aussi qu'il se retrouve. Ce qu'on voit dans l'organisation dont parle Philippe, ça se voit sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a reproché au Racing dans les moments importants? De pas avoir d'âme, de pas avoir une culture de club, de pas savoir quel était aujourd'hui leur jeu. C'est une équipe qui veut déplacer le ballon, c'est une équipe qui veut se battre. On ne sait pas, et sans savoir aujourd'hui quel genre d'équipe ils veulent être, ça va être compliqué de faire un effectif. Donc les soucis extrasportifs se voient sur le terrain, sont les mêmes. Il y a un vrai souci d'identité et de culture de club.
Ouais, il y a de gros sujets quand même à évoquer cette année autour du Racing 92 et ça promet pour cette saison 2024-2025 qui va peut-être très très bien se passer parce que ça peut aussi souder les joueurs, hein, attention, ce genre de choses. Mais voilà, on sent qu'il y a des gros sujets et que l'année va être très intéressante à suivre du côté des Hauts-de-Seine. Dans un instant sur Sud Radio, on va rester avec William, avec Philippe Spanghero pour évoquer l'affaire Gigou-Oradou et surtout les conséquences. Faut-il véritablement appliquer la tolérance zéro dans le rugby, arrêter de mettre la poussière sous le tapis comme le dit Florian Gris, le président de la Fédération française de rugby. C'est la fin de l'indulgence dans le rugby français. On va évoquer les dernières informations autour d'Oradou et Gigou. À tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on parle de rugby jusqu'à 18h avec les dernières informations autour de l'affaire Gigou-Oradou. Beaucoup de rebondissements cette semaine et des décisions en faveur des internationaux. Clément Combes, le journal de l'équipe a d'ailleurs signé un papier extrêmement intéressant et très très bien documenté. La version de la plaignante a été mise à mal par les premières constatations de l'enquête. Exactement, hein, on a vu au final le premier récit de la plaignante qui a été sur les faits qui ont eu lieu début juillet. Il a été un petit peu démonté ou en tout cas décortiqué par la justice argentine et on a notamment certaines preuves en fait de étape par étape de des informations que donnait la plaignante comparées à ce qui a été pu vérifier, que ce soit sur les caméras de l'hôtel, sur les caméras dans l'ascenseur ou dans le couloir de la chambre d'hôtel. Et au final, on se rend compte qu'il y a quand même tout un tas d'incohérences entre le récit de la plaignante initiale et les informations qui ont pu être vérifiées par la justice argentine. Donc on a un récit de départ qui était très fort, qui était le point de départ de l'affaire et c'est ce qui a donné un petit peu tout le sentiment général d'indignation, de stupeur et de d'effarement face à cette affaire. Et après ça, un mois après le travail de la justice argentine, au final, un récit qui c'est pas qu'il ne tient plus debout, c'est que c'est un récit incohérent. Et ça a permis d'ailleurs des conditions de détention encore allégées pour les joueurs de l'équipe de France qui du coup sont non plus assignés à résidence mais remis en liberté sous condition donc en Argentine. Ils n'ont pas le droit non plus de quitter quand même le pays. On ne dit pas que la plaignante est une menteuse compulsive et ainsi de suite. Loin de là l'idée. De toute façon la justice fera son travail. Nous ne sommes pas juges et personne ne l'est dans cette salle. Mais voilà, ça a été un petit peu en faveur des joueurs de l'équipe de France et c'est vrai que depuis le début de cette histoire tout le monde marche un petit peu sur des œufs quand même. Philippe Spanghero, les anciens joueurs, les médias, ceux qui portent des opinions fortes dans le rugby parce que on est à la fois entre la présomption d'innocence et beaucoup de prudence et puis aussi dans l'indignation devant des problèmes qui sont parfois considérés comme systémiques dans le rugby. On a l'impression que il y a eu un petit peu de tout là ces dernières semaines. Ouais, alors, il faut faire attention, c'est vrai, on cherche nos mots parce que vous m'entendez? On t'entend. Oui. On cherche nos mots, on marche sur des œufs parce que il y a un développement du féminisme qui fait que c'est difficile de contredire la parole d'une plaignante. Donc, comme tu le dis, c'est la justice qui retranscrira exactement les faits. En tous les cas, cette affaire, elle a amené des questions qui sont complètement annexes à ce qui s'est passé dans cette chambre, sur la façon dont le rugby traite ou pas justement ces tournées et la façon dont les joueurs ont la culture de la troisième mi-temps. Est-ce que les choses se seraient passées différemment si il n'y avait pas eu de troisième mi-temps? On peut dire qu'a priori certainement, parce que l'alcool aidant, les soirées, ça amène quelques comportements qui peuvent prêter à interprétation, à minima. Et donc il y aura un avant et un après. Après, je l'avais dit, ce que je déplore un peu, c'est que il y a la présomption d'innocence judiciaire, mais dans ce monde des réseaux sociaux, la présomption, c'est la présomption de culpabilité. Et je l'avais dit quelques jours après l'affaire, de toute façon, il y a 3 vies gâchées. La vie de la plaignante, qu'elle ait menti ou pas, ou pas complètement. En tous les cas, il y a une pression qui s'est abattue sur elle. Je pense qu'elle mesurait pas du tout et qui est colossale et qui va être très difficile à digérer. Pour ces joueurs,
s'ils sont en effet reconnus innocents, il y a un sentiment d'injustice et une traînée de poudre qui restera même quand ils rentreront. Et je leur souhaite qu'ils rentrent vite si toutefois la justice confirme la première information. Donc voilà, mais ça amène des vraies questions qu'il faut pas avoir peur de se poser, parce que aujourd'hui le rugby est le seul sport majeur. On est complètement schizophrène. Les clubs mettent des budgets colossaux dans la data, dans les staffs. Les staffs sont devenus impressionnants. Aujourd'hui, un manager sportif, il a 30 joueurs et il a 35 joueurs et puis il a quasiment 25 staffs. On analyse tout, la récup, on pèse les boissons des joueurs. Et au final, on tolère des choses, des excès de troisième mi-temps qui sont complètement incohérents avec le professionnalisme qu'on essaie de mettre en place à côté. Et d'ailleurs, Florian Grill qui a aussi répondu à tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud malheureusement et la disparition de Mehdi Nargissi, il a encore eu des mots très durs et très clairs. Nous ne sommes là pour préserver personne, ni l'institution, ni telle ou telle personne. Voilà ce qu'a rappelé quand même Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby. Le 29 août, nous allons rassembler tous les acteurs de rugby. Il faut que l'on se voit, que l'on se parle. Il va falloir que les choses changent. Il y aura un avant et un après, comme tu le disais fort justement. William, il nous reste 20 secondes. Est-ce que le rugby français ne sera plus jamais le même après cet été 2024 et tout ce qui s'est passé? Non, plus jamais même, non, pas forcément, parce que ça va dépendre de ce qu'on est capable de mettre en place. Déjà, on a un président qui a le courage de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Là, il y a eu une affaire tragique en Argentine et il y a la disparition d'un enfant. Donc là, plus grave, c'est pas possible. Donc sans relever, oui, on s'en relèvera avec le temps. Avec le temps, bien évidemment, les réseaux sociaux et les médias font qu'on en parle beaucoup plus qu'il y a 40 ans, 50 ans, où il y avait déjà des dérives, mais on est en bonne voie. Si on a déjà un président qui est capable de mettre ce qu'il faut sur la table en mettant des mots et en ne protégeant pas les fautifs s'il y a des fautifs, alors on avancera. Et c'est ce que semble prendre comme direction, en tout cas, la Fédération française de rugby et Florian Grill, en tout cas, qui a vécu un été très très difficile. On pense à tout le monde et c'est pas souvent qu'on le dit, mais bon travail quand même de la Fédération française de rugby qui a toujours, qui n'avait jamais fermé la porte aux médias, en tout cas pour répondre sur les accusations et sur les questions qui sont brûlantes dans le rugby français. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Merci William. Et vite que le rugby revienne. Hein. Ça commence à nous manquer. Hein. Philippe, on se retrouve au toucher demain. On se fait un petit toucher demain. On va organiser ça avec Julien Thomas après le barbecue. Allez hop. Merci d'avoir été avec nous sur cette radio. Le sport continue bien évidemment. Demain 16h-18h.